Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement burkinabé appelé à prendre ses responsabilités après le massacre de Karma survenu le 20 avril dernier. Un drame qui a causé la mort de plus de 150 civils. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples demande aux autorités de mener une enquête impartiale et indépendante. La signature de plusieurs accords entre l'autorité kenyane d'investissement et certains médias. Par ce partenariat, l'instance entend mettre davantage en avant les potentialités du pays en termes d'investissement. Et puis le bilan du 6e Forum international de Victoria, un rendez-vous durant lequel le défi de la fracture numérique a notamment été abordé. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'insécurité persistante au Soudan pourrait faire fuir plus de 800 000 personnes vers les pays voisins. C'est l'estimation donnée par Filippo Grandi, le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Pour l'heure, la majorité des Soudanais sont venus trouver refuge au Tchad et au Soudan du Sud. Rappelons que depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Des violences qui persistent malgré la conclusion d'une trêve entre les deux parties en conflit et reconduite ce 30 avril pour une durée de 72 heures. Un cessez-le-feu obtenu sous l'égide des États-Unis et de l'Arabie Saoudite et qui n'est globalement pas respecté sur le terrain. Depuis le début des affrontements, plus de 500 personnes ont été tuées. Et parallèlement à cette situation chaotique, la situation humanitaire atteint un point de rupture. Un constat alarmant dressé par Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires. Dans l'actualité également, l'armée somalienne poursuit ses offensives contre Al-Shabaab. Ce 2 mai, une opération a été menée contre le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda. D'après les autorités, l'armée a tendu une embuscade à 2 voitures qui transportaient des éléments d'Al-Shabaab et des armes. Un assaut mené dans la région de Moudoug au centre. Bilan de cette attaque, 60 personnes sont décédées parmi les assaillants. Selon les autorités, l'armée aurait également récupéré du matériel militaire. Après le massacre de Karma au Burkina Faso, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a interpellé le gouvernement burkinabé. Dans un communiqué paru le 30 avril, l'institution demande aux autorités d'assurer la conduite d'enquêtes judiciaires impartiales et indépendantes. Elle réclame par ailleurs que des dispositions soient prises pour que la sécurité des civils soit assurée. Les détails avec Séverin Douk. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine demande aux autorités burkinabées de prendre leurs responsabilités dans le triste massacre des populations de Karma, localité située à une quinzaine de kilomètres du chef-lieu de la province du Yatenga et où 60 civils au moins ont perdu la vie. Dans un communiqué rendu public, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a dit toute son indignation en condamnant fermement l'attaque survenue en date du 21 avril, non sans rappeler aux autorités burkinabées leurs obligations, notamment celle d'assurer la sécurité de ces populations. La Commission rappelle aux autorités burkinabées leurs obligations au titre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Burkina Faso est partie, notamment en ce qui concerne le caractère sacré de la vie, article 4. La Commission rappelle en particulier qu'un État peut également être tenu pour responsable d'assassinats commis par des acteurs non étatiques s'il approuve, soutient ou acquiesce à de tels actes ou s'il ne fait pas preuve de diligence raisonnable pour prévenir de tels assassinats ou s'assurer qu'il y a une enquête appropriée. Si le gouvernement burkinabé a annoncé l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ce drame, l'Union africaine, de même que la société civile, appelle à une enquête impartiale. L'organisation panafricaine insiste également sur l'urgence de prendre des mesures nécessaires pour assurer la protection des civils, notamment dans le cadre des opérations militaires et de sécurité menées dans le cadre de cette lutte contre le terrorisme. Il faut donner la latitude à ces enquêtes d'aboutir et il faut souhaiter que ces enquêtes aillent jusqu'au bout, non seulement pour laver l'honneur des forces de défense et de sécurité du Burkina Faso qui sont accusées dans ce drame-là, mais aussi pour situer les uns et les autres sur ce qui s'est passé exactement. Au-delà de cet aspect, il faut que la communauté internationale prenne la latitude de prendre des dispositions pour éviter que ces genres de situations arrivent. Parce que lorsque ces situations arrivent, alors qu'ils ont été là, ils n'ont rien fait avant que ces situations arrivent, on tombe sur le coup du médecin après la mort.
Le Burkina Faso est plongé depuis près d'une décennie dans l'insécurité nourrie par le terrorisme. Les changements anticonstitutionnels à la tête de l'État en 2022 ont ralenti les efforts de l'État pour vaincre ce fléau. Une situation à l'origine de nombreux déplacements selon des ONG. Mettre en lumière les opportunités d'investissement au Kenya en misant sur les médias, c'est la stratégie de communication entreprise par l'autorité kenyane d'investissement. L'instance a donc signé en ce sens des accords avec plusieurs médias. Objectif affiché, accroître les exportations et stimuler la croissance économique et les précisions de ces 22. Le Kenya veut surfer sur la force des médias pour se positionner comme destination privilégiée aux multiples atouts pour les investissements. Dans cette optique, les opportunités d'investissement au Kenya seront désormais promues à travers le monde grâce aux accords de partenariat entre l'autorité kenyane d'investissement et d'importants médias locaux et internationaux. Dans les faits, en contrepartie d'un renforcement des capacités des stations des 10 médias, ceux-ci mettront en lumière les histoires kenyanes axées sur l'investissement dans le monde dans le but de stimuler l'intérêt et l'engagement des investisseurs. Cet accord va jouer un rôle très important dans le positionnement du Kenya en tant que destination d'investissement et soutenir notre quête pour stimuler l'investissement direct étranger et même nos exportations. L'autorité kenyane d'investissement déplore la communication insuffisante sur les opportunités d'investissement local, ce qui, d'après elle, conduit à l'expatriation des investisseurs locaux et un manque d'intérêt pour les investisseurs étrangers. L'initiative Prosper Africa, mise en œuvre depuis 2019 par les États-Unis pour accroître le commerce et les investissements entre les États-Unis et le pays africain, prévoit un investissement de 55 millions de dollars dans l'industrie du textile et de l'habillement en collaboration avec 6 entreprises locales et étrangères. Il est temps pour le Kenya de raconter de belles histoires et d'expérimenter la croissance de l'économie. Oui, c'est un partenariat de prospérité. Selon les estimations de la Banque centrale du Kenya, la croissance du PIB du pays devrait s'accélérer pour s'établir à 6,2% en 2023 contre 5,6% en 2022. Le pays a signé en 2023 l'accord d'établissement du Fonds pour le développement des exportations en Afrique, FEDA, la filiale d'investissement d'impact de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. De quoi favoriser l'industrialisation, le commerce intra-africain et le développement des exportations. Services de paiement ou encore de transfert de fonds entre les États africains, telles sont les différentes prestations proposées par le PAPS, le système de paiement et de règlement panafricain, un système imaginé par Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, pour renforcer davantage les flux commerciaux et la croissance économique du continent. Le PAPS a scellé un accord avec l'Association des bourses africaines le 14 avril dernier au Zimbabwe. Plus de précisions avec Eugène Chema et Laetitia de Bilong. De nombreuses femmes en Afrique souffrent de discrimination fondée sur le genre, ce qui a un impact significatif sur l'accès des femmes aux technologies de l'information et de la communication. Elles sont entravées par des normes sociales restrictives. Avec des normes et des rôles sociaux établis, ces femmes sont souvent confinées à des rôles traditionnels et stéréotypés au sein de la famille et sont dotées des compétences nécessaires pour exploiter tout le potentiel des TIC. Ce rôle social très limité et responsable de la facture numérique à l'égard des femmes a fait l'objet de discussions lors de la 6e édition du Forum international de Victoria tenu au Sénégal. Quelle est l'image, quelle est la perception qu'on a des femmes au niveau de la société et surtout des femmes qui osent aller en fait sur les chemins des carrières en rapport avec les sciences. Bien souvent, elles ne sont pas encouragées. Bien souvent, elles sont perçues parfois même comme des rebelles. Donc tout ça doit changer. En ce qui concerne les solutions, Lydie Omanga estime qu'au-delà même d'une approche de changement de mentalité, les dirigeants africains doivent intégrer l'approche genre dans l'élaboration des politiques au niveau des gouvernements. C'est très important parce que ça permet déjà en amont de prendre en considération les femmes et les spécificités ou encore de prendre en considération peut-être des stratégies qui vont permettre à ce que les femmes soient incluses dans toutes les politiques que les gouvernements mettent en place. De deux, il y a aussi tous ces problèmes d'accessibilité qu'il faut régler. Vous ne pouvez pas accéder au numérique quand déjà vous êtes dans un pays où l'électricité n'est pas accessible à tous. Selon la vice-présidente de l'ARPTC, l'éducation est un facteur clé pour combler l'écart numérique entre les sexes. Les investissements dans l'éducation et les compétences numériques, en particulier pour les femmes, peuvent être considérés comme bénéfiques à l'échelle de l'État et à long terme.
on doit, en termes d'éducation, non seulement former les professeurs, donc ceux qui éduquent, à faire en sorte, pourquoi il faut les former? Parce qu'il faut les aider à ne pas reproduire les stéréotypes. Lorsqu'une enfant, une jeune fille à l'école, on voit qu'elle a des aptitudes en mathématiques, en sciences, qu'un professeur ne la limite pas. Selon les recommandations du Haut Commissariat aux droits de l'homme, les pays développés doivent faciliter le transfert de technologies vers les États en développement et intègrent des programmes d'accès des femmes et des filles aux technologies numériques dans leur propre programme de développement. Retour à présent sur la 6e édition du Forum international de Victoria qui s'est clôturé le 30 avril au Sénégal. Un événement placé cette année sous le thème Innovation et technologie à l'ère du numérique pour parvenir à l'égalité des genres. Les participants ont notamment échangé autour de solutions pour combler la fracture numérique, une problématique qui pour certains doit d'abord être résolue par l'éducation. Un reportage de notre correspondant chez Omar Camara. Le système de paiement et de règlement panafricain s'étend aux bourses africaines grâce au protocole d'accord rendu public le 28 avril 2023, mais signé le 14 avril au Zimbabwe entre le directeur général du PAPS, Mike Ogbalo III, et Tapelo Tcheole, président de l'Association africaine des bourses de valeur et PDG de la bourse du Botswana. Le PAPS permet depuis septembre 2021 aux opérateurs économiques de gagner du temps et de l'argent dans leurs échanges transfrontaliers en faisant leurs transactions en monnaie locale au lieu du dollar et de l'euro. La collaboration avec l'ASEA a été la première organisation à mettre en place l'AELP avec comme objectif central le commerce transfrontalier de titres constitue une étape importante vers le déploiement du système de paiement et de règlement panafricain sur l'ensemble du continent. Notre tâche immédiate est de créer une équipe de travail constituée des représentants du PAPS et de l'ASEA afin d'identifier les moyens de faciliter le transfert de fonds entre les bourses africaines membres de l'ASEA. À cette fin, j'aimerais inviter les acteurs des marchés de capitaux concernés à se joindre à nous dans cette entreprise novatrice pour les entreprises et les communautés d'investissement africaines. Ce partenariat entre l'ASEA et le PAPS est un prolongement du projet d'interconnexion des bourses africaines, dont le lancement de la première phase ciblant 7 places boursières couvrant 14 pays africains avait eu lieu en décembre 2022. Il connectera les marchés des capitaux africains en permettant également aux acteurs des places boursières de réaliser des gains en délaissant le dollar ou l'euro pour des monnaies locales dans le commerce transfrontalier des titres. But when I want to transfer funds Quand je veux transférer des fonds de Gisenyi au Rwanda à Goma en RDC, je dois passer par une banque correspondante à New York. 4 jours, 65 millions de dollars par exemple, se retrouvent ailleurs. En 2019, l'Afrique a géré via Suite 20,5 milliards de dollars de transactions. Nous avons une plateforme alternative. Nous avons introduit avec la vision de mon frère aîné, le professeur Orama, mon autre frère aîné, le docteur Adesina, nous avons introduit des outils pratiques pour permettre le commerce. 42 devises en Afrique, 5 milliards de dollars comme coût de la convertibilité des devises, le coût du commerce. Nous avons développé le système panafricain de paiement et de règlement pour permettre le commerce en monnaie locale. Infrastructure de paiement panafricaine, le PAPS a été mis en place par le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export pour faciliter les transactions intra-africaines et apporter une contribution importante à la matérialisation du projet du marché unique. Le partenariat avec l'ASEA vise aussi le déploiement du PAPS dans les pays membres de l'association, qui compte 9 bourses et une capitalisation boursière combinée à 1500 milliards de dollars. La Confédération africaine de surf s'est récemment dotée d'un nouveau président. Il s'agit du Sénégalais El Hadji Marseille, élu le 23 avril dernier. Il succède au Marocain Mohamed Kadmiri. Son projet est installer la discipline à l'école, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Les détails avec Paul-Marcel Mayaghi. Accepté déjà par sa fédération.
Le Sénégalais El Hadji Oumar Sy est depuis le 23 avril 2023 à la tête de la Confédération africaine de surf. Il succède au Marocain Mohamed Katmiri, deuxième président de la Confédération africaine de surf. Depuis sa création en 2017, El Hadji Oumar Sy ambitionne de rendre plus compétitif ce sport sur le continent. Je veux que le surf africain commence à gagner l'argent en Afrique. Je veux que le surf africain soit sécurisé en Afrique. Je veux que le surf africain soit fier d'être professionnel en Afrique. Sur le continent, le surf est notamment développé en Afrique du Sud, au Maroc, au Libéria, au Sénégal ou encore à Sao Tomé et Principe. Pour inciter davantage de personnes à la pratique de sport nautique, le nouveau président de la Confédération africaine de surf ambitionne de mettre un accent particulier sur la formation des jeunes, des femmes et des techniciens. Je veux que tous les techniciens africains qui ont le niveau aient leur diplôme ISA, ASC, pour pouvoir coacher, encadrer en Afrique. Si on a mis ces mécanismes en place aujourd'hui, on parlait sur notre projet phare, qui est la formation-développement. Détecter les nouvelles talents, les former et développer le surf africain. Comme ça. Pour le faire aujourd'hui, c'est en collaboration avec les autorités africaines, les présidents des fédérations, pour insérer le surf à l'école. Une fois qu'on a réussi ça aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut créer des pôles sport-études. Avec ses 30 500 km de côtes arrosées par 3 océans et plusieurs mers, l'Afrique est une destination idoine pour la pratique des sports nautiques. Pour le nouvel exécutif de la Confédération africaine de surf, ce sport pourrait contribuer davantage au développement du continent. À travers le surf, on peut développer beaucoup de choses dans ce pays. C'est vrai que j'entends aujourd'hui, nos autorités sont en train de mettre un politique sportif. Mais le surf est un des rares sports pour vendre cette destination au Sénégal. On peut vraiment développer ce pays à travers le surf. Parce que le tourisme du surf est très puissant. Né en 1977, Angor El Hadji Oumar Sy est l'un des pionniers du surf au Sénégal. Il a signé son premier contrat professionnel en 1995. Après 25 ans de carrière, il s'est lancé dans le milieu du business comme opérateur économique, vice-président de la Fédération sénégalaise de surf, manager général de la World Surf League en Afrique de l'Ouest. El Hadji Oumar Sy est également l'entraîneur de l'équipe nationale sénégalaise de surf. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.